La carrière de Christian Paturel en tant qu'avocat a été remarquable, tout d'abord par le rôle qu'il a joué dans la résolution d'un conflit qui opposait depuis des décennies la communauté des témoins de Jéhovah à l'État français sur la question du service militaire. Elle l'a été ensuite par une série de persécutions, directement liées à son appartenance religieuse. Il témoigne aujourd'hui d'une lutte de 10 ans qu'il a finalement rétablie dans ses droits le 22 décembre 2005 devant la Cour européenne des droits de l'homme. Les ennuis, je les ai eus dès que j'ai commencé à plaider. Alors, au départ, je n'avais que des dossiers concernant l'Église des témoins de Jéhovah, à laquelle j'appartiens. Donc j'ai eu notamment des dossiers pour des salles de culte qui avaient fait l'objet de refus de la part de maires pour des raisons plus que douteuses, ce qui a permis d'obtenir des condamnations pour voies de fait, condamnations pour détournement de pouvoir, entre autres. Le service national pour les jeunes qui à l'époque étaient objecteurs de conscience, voilà. On s'est aperçu qu'il y avait un blocage qui interdisait toute évolution du régime. Raison aussi pour des procédures de divorce, garde d'enfants. Quand une personne pratique une spiritualité, de deux choses l'une, où le mari ne fait pas porter le débat sur la minorité religieuse, ou il le fait porter. Dans la plupart du cas, il va attaquer là-dessus. Pourquoi ? Parce que son avocat va le conseiller en disant « là, on a un bon tremplin, on a une bonne affaire ». Et rapidement, on prend attache auprès des structures régionales, locales, de la DFI, qui ont un dossier tout prêt, et qui vient automatiquement alimenter la procédure. Voilà. Donc à partir de là, j'ai commencé à avoir des ennuis. Donc de 1989 jusqu'au moment où j'ai cessé, c'est-à-dire fin 98, j'ai eu toujours en face de moi comme adversaire la DFI. Voilà. D'ailleurs au début j'avais remporté, tous les dossiers avaient été remportés, étaient gagnés. Bon, après j'ai élargi mon champ puisque j'ai vu des personnes de minorités, d'autres minorités, qui sont venus me voir pour que je défende leur dossier, notamment communauté russe, pour les dossiers individuels. J'ai eu un scientologue pour l'affaire du service national. Donc je veux dire, après j'intervenais un petit peu dans tous les domaines pour des minorités religieuses. Voilà. Après, quand j'ai écrit le livre, alors le premier ça a été Effaron dit qui est Jéhovah, qui est passé bien. Le deuxième c'est Secte, religion et liberté publique, qui est passé au moment où il y avait le rapport parlementaire sur les sectes. Et celui-là aussi m'a valu énormément d'ennuis parce que moi j'avais demandé après par la suite à rentrer dans la magistrature. Bon, mon président de tribunal de grande instance et mon procureur de la République à l'entretien, ils m'ont dit pour nous, il faudrait un très bon magistrat. Bon, le problème c'est, ils m'ont fait comprendre qu'en haut lieu ça risquait de coincer à ce niveau-là. J'ai rencontré le premier président de la Cour d'appel et le procureur général, ça s'est très bien passé. Et c'est une commission qui se réunit, c'est, si vous voulez, les intégrations sur dossier. Et la commission qui s'est réunie n'a pas motivé sa décision à considérer, non, on m'a pas pris comme... C'est même pas la peine de contester parce que c'est discrétionnaire. Bon. Mais par les échelons inférieurs, c'est-à-dire Cour d'appel et tribunal de grande instance, on m'a bien fait comprendre que ça allait être l'obstacle majeur pour devenir magistrat, quoi. C'est le fait que moi-même j'appartiens à une minorité. Voilà. Ça a été la pierre d'achoppement pour ce dossier. Donc j'avais ce livre Secte, religion et liberté publique, publié en janvier 1996, qui n'a pu être disponible, c'est-à-dire distribué, qu'à la fin août 1996. Ce qui n'a pas empêché l'UNADFI de me traduire devant le tribunal correctionnel pour diffamation pour un livre qui était bloqué, qui dormait dans les entrepôts de la Pensée universelle, que l'administrateur judiciaire de la Pensée universelle, puisqu'elle a été mise en redressement judiciaire, refusait de me donner, et que le président du tribunal de commerce refusait de me délivrer une ordonnance m'autorisant à prendre possession, à reprendre possession de ma propriété, puisque j'en étais propriétaire. Voilà. Donc là, ça a été véritablement voulu et bien orchestré. J'avais le directeur de la publication qui était ravi comme tout, parce que il y avait la commission parlementaire qui se réunissait. On savait que ça allait être publié le 10 janvier 1996, le rapport parlementaire. Donc il s'était arrangé en battant fer avec l'imprimeur pour sortir le livre en même temps, pour qu'il y ait la contradiction. Il m'a dit avec ça, il dit on va faire un tabac parce qu'il y aura la contradiction qui va sortir. Ce livre n'est pas sorti au bon moment, il a été bloqué. Alors on ne l'a pas interdit, on ne l'a pas saisi, on ne l'a pas interdit. Le procédé est encore beaucoup plus perfide. C'est là où on voit le coup de patte, on croit deviner qui est derrière, quoi. Comme par hasard, j'ai eu une convergence. J'ai eu des problèmes avec le barreau, on m'a accroché sur des détails qui étaient montés en épingle, ce qui m'a valu une interdiction d'exercer pendant 1 an. Voilà. Ça a coïncidé avec un accident de voiture que j'avais eu auparavant, donc j'étais en état d'indisponibilité. Je suis passé en conseil de discipline, violation complète des droits de la défense, des vices de procédure qui se sont accumulés. Il y avait notamment, ça me revient maintenant, le rapport qui avait été rédigé contre moi, donc on évoque mon appartenance religieuse. Il devait être dans le dossier
qui est à disposition de l'avocat poursuivi, ce dossier ne figurait pas. C'est mes 2 collègues qui étaient chargés donc d'apporter un peu la contradiction, qui me l'ont montré pour la première fois, quelques jours avant de passer en conseil de discipline, qui me l'ont fait lire, qui étaient gênés compte tenu de l'évocation de mon appartenance religieuse. Le bâtonnier a poursuivi et en même temps a présidé le conseil de l'ordre et a participé au vote. Les 2 rapporteurs que j'avais, 2 francs-maçons, m'ont littéralement assassiné en évoquant continuellement mon appartenance religieuse, voilà, et un a participé au débat aussi. Voilà. Inversement, ceux qui étaient chargés d'apporter un petit peu la contradiction, de faire ont pu exposer mais n'ont pas pu participer au vote. Alors j'avais fait appel, et c'est là où on m'a fait un chantage absolument lamentable. On m'a dit, le bâtonnier m'a appelé, il m'a dit écoute, tu as mis en vente ton cabinet, bon, nous on doit se prononcer là-dessus. Je ne vois pas du tout le barreau, enfin le conseil de l'ordre se prononcer favorablement dans la mesure où tu as maintenu ton appel. Alors ou tu retires ton appel ou ça reste en l'état. Donc pression pour que je retire mon appel, condition sine qua non pour qu'on m'autorise à vendre mon cabinet. Bon, moi, vu la situation de l'époque, sans travail, sans revenu, 6 enfants à charge, une épouse handicapée physiquement, bon, j'ai cédé, j'ai retiré mon appel. Je le regrette aujourd'hui, mais à l'époque, bon, nécessité fait loi, comme on dit. Le bâtonnier a, à mon avis, violé le secret professionnel, puisqu'il a prévenu mon banquier civil que j'étais interdit d'exercer pendant 1 an. De ce fait, réaction du banquier, retrait immédiat, ce qui est interdit vu la loi bancaire de 84, retrait immédiat de toutes mes lignes de crédit et rejet d'une bonne dizaine, quinzaine de chèques considérés comme sans provision, qu'il fallait que j'honore très vite, à défaut j'étais mis en interdit bancaire. Voilà. Le même jour, l'huissier vient frapper à ma porte en me présentant un commandement de payer à la demande de l'UNADEFI qui faisait exécuter l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui confirmait ma condamnation pour diffamation et m'obligeait à payer 45 000 francs à l'époque. Alors je peux dire que bon, sur le plan humain ça fait très mal, on a l'impression d'être un boxeur qui a mis un genou par terre, qui sonnait, voilà. Mon épouse s'en est toujours pas remise. Hein, dès qu'on évoque cette période, elle tombe en pleurs. Hein. Et au niveau familial, ça a été une véritable dislocation familiale. Bon, mes enfants n'ont pas tourné à la délinquance. J'ai quand même à l'époque, j'en avais quand même 2 qui étaient pompiers volontaires, donc qui se dévouaient pour la communauté nationale, comme on dit, absolument écœurés de voir le fonctionnement de l'institution française, de la démocratie française. Ils étaient écœurés, ils avaient arrêté pendant un moment d'exercer leur volontariat. Bon, après, ils se sont ressaisis, j'aurais expliqué que bon, ça n'avait absolument rien à voir, mais que, je veux dire, la famille elle a énormément souffert sur le plan humain. Voilà. Il y a encore des séquelles. Hein. Donc, cassation, ça a été balayé en 3 lignes. Donc, à chacune des étages, je me suis aperçu que la pile de justificatifs que j'avais donnés, sous forme de 70 dossiers, n'a pas été examinée. Hein. Donc, je suis monté en Cour européenne. Voilà. Donc, Cour européenne, je l'ai entamé en décembre 1999 et ça a mis 6 ans puisque l'État français n'était pas tellement rapide pour répondre aux conclusions. Voilà. Donc le 22 décembre 2005, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été publié sur le site de la Cour européenne des droits de l'homme le jour même, condamnant à l'unanimité des juges la France d'une part à me payer près de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et sur la base la motivation, violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme sur la liberté d'expression. On a considéré comme condamnant pour diffamation pour l'édition de ce livre, il y avait violation de cette liberté fondamentale qui est la liberté d'expression. Les magistrats de la Cour européenne à qui j'avais envoyé cet ouvrage ont pris eux le soin de le lire, ce que n'avaient pas fait les magistrats français, ont pris par ailleurs le soin de reprendre toutes mes pièces justificatives qui étayaient ce livre, montraient que ça reposait, ce qui leur a permis de dire que donc les phrases avaient été sorties de leur contexte et que par ailleurs il y avait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier ce livre. Voilà. Que par ailleurs les juges français avaient fait preuve d'une discrimination, hein, en finalement me condamnant principalement du fait de mon appartenance religieuse, en faisant un procès d'intention en disant ce qui explique l'animosité à l'égard de l'UNADEFI. Voilà. Au passage, ils ont dit qu'à l'UNADEFI, qu'à partir du moment où elle voulait intervenir dans le débat public, il convenait de faire preuve de tolérance. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas attaquer les personnes sans qu'elles se défendent. Et je crois que le fait que ce livre ait été publié à compte d'auteur, que j'ai indiqué que
Ce livre, je l'ai adressé à de nombreux éditeurs, tous ont refusé, ce qui montre bien qu'en France, il y a un seul canal maintenant pour forger les opinions, pour forger les mentalités. Il y a un seul canal et que les minorités se voient interdire ce canal d'expression. C'est un arrêt qui va permettre, parce que les juges français vont regarder ça différemment et ils vont voir que la justice européenne n'a pas hésité à condamner des magistrats français. À travers, quand on lit bien les attendus, je veux dire, il y a une critique très dure qui est faite à la façon de procéder des juges français. Donc ça va amener certains, alors ça, plus des affaires qui n'ont rien à voir, comme l'affaire d'Outreau, je veux dire, ça a amené beaucoup de juges peut-être à reconsidérer leur point de vue, et ne pas subir les pressions extérieures notamment. Ça nous a fait quelque chose de bien, ça nous a vraiment réjoui le cœur, de se dire, bon, et alors en plus, à l'unanimité des juges. Donc ça, c'est une justification, c'est-à-dire des juges qui appartiennent à des systèmes juridiques européens différents, voilà, qui à l'unanimité, y compris le juge français, nous rend une décision qui nous justifie. Là, je veux dire, ça a été un moment un état de nirvana, là, on était vraiment bien. On a apprécié.